Bonjour tout le monde. Bonjour les gens en web diffusion. Bonjour les gens dans la salle. Mon nom est Louis Latraverse, président de l'Association des communicateurs municipaux du Québec. Alors, c'est une présentation qui s'adresse vraiment à nos communicateurs. En période électorale s'en vient. Alors, je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Alors, n'hésitez pas à clavarder avec nous, ceux qui sont en ligne. Vous pouvez envoyer aussi vos questions si vous n'avez pas accès au clavardage à info. Notre coordonnatrice Laurence Fortin est là au poste. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Marc Giard, qui est avocat, greffier à la Ville de Varennes et aussi responsable de la formation sur les élections à la COMAC. Alors, M. Giard, à vous la parole. Bonjour à tous. Effectivement, merci M. Latraverse. Alors, il nous fait plaisir à l'approche de la période électorale comme ça de pouvoir vous parler un petit peu de certaines modifications qui sont arrivées beaucoup plus récemment. Et en fait, on parle de 2016 ici, pour ce qui regarde le travail partisan ou maintenant, comme on l'appelle, les activités de nature partisane. Bref plan, soit dit en passant, n'importe quand pendant la présentation, on vous invite à poser vos questions, intervenir, vous pouvez partager des expériences ou quoi que ce soit. Je préfère que ça se fasse au fur et à mesure, n'hésitez jamais à intervenir. On essaiera à ce moment-là de répondre à vos questions. Pour ce qui est maintenant, bref plan de la présentation, on va commencer par une brève introduction, passer par le concept d'activité de nature partisane et voir en quoi ça diffère du travail partisan dont on traitait dans la loi auparavant. Les conséquences maintenant des infractions en la matière et les mesures à mettre en place pour la prévention. Tout d'abord, au Québec, les élections pour l'ensemble des municipalités depuis quelques années se déroulent, sont toujours encadrées naturellement par la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. C'est à date fixe le premier dimanche tous les 4 ans. Parlez-en à vos greffiers. On n'aime pas tellement ça. C'est tout le monde en même temps, ce qui fait qu'on a perdu beaucoup de support. Et en fait, ça concentre aussi beaucoup les activités du DGEQ relativement à l'ensemble des élections, toutes en même temps. Les prochaines élections, 5 novembre, j'espère que je ne le prends à personne, ça me surprendrait. Pour ce qui est des étapes du processus, vous aurez une présentation par la suite du directeur général des élections qui, eux, vont s'attarder beaucoup plus aux différentes étapes du processus et aux opérations électorales en soi. Par ignorance d'environnement légal, il est possible que certains élus en place ici soient portés à essayer d'utiliser la machine municipale ou les capacités ou les ressources de la municipalité pour favoriser leur réélection. C'est assez naturel. Les gens se sont habitués à travailler aussi avec vous, se sont habitués à travailler à l'intérieur de l'organisation. Ils ont vu la capacité de cette organisation-là. Alors, des fois, ce n'est pas nécessairement de la mauvaise volonté ou une tentative d'y aller tout croche, mais il suffit de mettre en place certaines mesures pour éviter ces problèmes-là. Le début de la période électorale aussi, on vous rappelle, ne crée pas une vacance au Conseil. Les membres du Conseil sont toujours des élus municipaux jusqu'à ce que le remplaçant dûment élu ait été assermenté. Ce qui signifie qu'ils sont toujours élus, même pendant le processus électoral, et particulièrement le maire, qui, lui, dispose d'un pouvoir de surveillance et de contrôle et doit continuer à s'assurer des opérations municipales et de leur bon déroulement, même pendant le processus électoral. Autre particularité, il y aura par contre une interdiction de siéger pour l'ensemble des membres du conseil municipal entre 16h30, le 30e jour précédant l'élection, soit le 6 octobre, et le moment où la majorité des candidats élus ont prêté serment, soit le 10 novembre, dans le cas où la majorité des élus, dans ce cas-ci, n'ont pas été élus par acclamation. Sauf en cas de force majeure. Forcément, si on se retrouve avec une crise du verglas, supposément en plein mois de novembre, le Conseil pourra naturellement se rencontrer, siéger, prendre des décisions qui doivent être prises. Mais autrement, il y a une interdiction de siéger. Le comité exécutif d'une municipalité, si votre municipalité en est dotée, on parle généralement des municipalités beaucoup plus grandes, n'est pas visé par l'interdiction de siéger, ce qui fait que le comité exécutif, dans ces cas-là, continue à siéger et peut continuer à prendre des décisions.
La période électorale, elle, parce que là, on a vu que la période d'interdiction de siéger commençait le 30e jour avant l'élection. La période électorale, elle, par contre, commence le jour de la publication de l'avis d'élection. Et c'est au plus tard le 44e jour avant l'élection, soit le 22 septembre pour le 44e jour. Et ça se termine à la fin du scrutin le 5 novembre. Donc, ça peut varier de municipalité en municipalité pour ce qui est du début de la période électorale, parce que ça va dépendre de la date de publication de votre avis d'élection. Dans les cas des journaux, bien forcément, on a des dates de tombée différentes et ça peut varier de municipalité en municipalité. La période électorale commence donc avant l'interdiction de la période de siéger, l'interdiction de siéger, ce qui signifie que même dans les municipalités qui n'ont pas un comité exécutif, le conseil municipal peut se rencontrer, prendre des décisions, passer des commandes aussi avant la période d'interdiction de siéger et après le début de la période électorale. Le concept d'activité de nature partisane. Il y a une interdiction qui est faite dans la loi à tout fonctionnaire ou employé municipal de se livrer à une activité de nature partisane relativement à une élection à un poste de membre du Conseil si cette activité est susceptible de porter atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions avec loyauté et impartialité. On parle ici de l'article 284 de la loi sur les élections et référendums. Si on continue la lecture de l'article 284, ça nous dit que malgré ce qui précède, il y a une interdiction totale de toute activité de nature partisane, qu'elle soit de nature à, qu'elle soit susceptible ou non de porter atteinte à la capacité d'exercer les fonctions avec loyauté et impartialité pour le directeur général et son adjoint, le secrétaire trésorier et son adjoint, le trésorier et son adjoint, le greffier et son adjoint, le vérificateur général, l'inspecteur général de la Ville de Montréal ou le fonctionnaire ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme mandataire de la municipalité. Par organisme mandataire de la municipalité, on parle généralement, exemple, d'OMH, un office municipal d'habitation, ou une société de gestion, exemple, que vous pourriez mettre sur pied, qui gère une piscine publique et où on retrouve une majorité au conseil d'administration d'élus municipaux, ou encore le budget est approuvé par la municipalité. Dans ces cas-là, vous avez un organisme qui est mandataire de la municipalité. Dans tous ces cas-là, ceux que je viens de nommer, il y a une interdiction totale d'activité de nature partisane. L'objectif est de préserver la confiance du public dans le processus électoral municipal et d'assurer le principe de loyauté et la neutralité politique de l'administration publique. C'est des principes qui sont à la base de toute société démocratique qui se respecte. On en parle d'ailleurs de façon fort éloquente dans Osborne contre Conseil du Trésor du Canada. Une belle cause de la Cour suprême. Je vais vous épargner la lecture. On va aller plutôt dans certaines autres actions. Je pense qu'on a une question là-bas. Ou... Oui. C'est une nouvelle. C'est nouveau, ça, cet aspect de la loi au niveau de la nature du travail partisan. Effectivement, parce qu'on se retrouve dans une situation où, auparavant, l'article 284 de la loi sur les élections et référendums existait avant 2016, mais dans une forme différente. À l'époque, on interdisait tout travail de nature partisane, tout travail partisan, qu'il soit ou pas de nature à affecter l'impartialité ou la loyauté, dans le fond, la perception que quelqu'un pourrait avoir du fonctionnaire ou de l'employé municipal. Il y a donc un assouplissement par rapport à ce qu'on retrouvait auparavant. Avant, c'était effectivement tout travail sans condition. Pourquoi on s'est retrouvé ici à un assouplissement? C'est qu'on s'est retrouvé avec un cas, M. Ghislain Harvey, qui a été poursuivi effectivement suite aux élections de 2009, pardon. Et c'est un cas qui se passe à Saguenay. Monsieur Harvey, lui, était effectivement, pour vous dire précisément son poste, il travaillait en fait chez Promotion Saguenay Incorporé, donc un organisme de promotion économique et de développement économique à Saguenay. C'est un organisme mandataire de municipalité. Il était donc visé par l'article 284 qui interdisait tout travail de nature partisane.
Ironie du sort, M. Harvey était aussi l'adjoint au maire, ce qui signifie que de ce côté-là, il s'occupait de toute la campagne politique de M. le maire Tremblay à Saguenay. Et si on regarde rapidement, il était en fait conseiller principal au cabinet du maire et directeur général de promotion Saguenay. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a été impliqué dans une rencontre le 29 septembre 2009 avec des représentants du cercle de presse. Ce que le cercle de presse voulait faire, c'était effectivement organiser un débat entre les candidats à l'élection à la mairie. À la base, M. Tremblay, M. le maire Tremblay, avait refusé de participer à un tel débat et le cercle de presse, qui est dans le fond un regroupement de journalistes de différents médias et de certains individus concernés dans la municipalité, essayait de rencontrer M. le maire Tremblay pour le convaincre de participer à ce débat-là. M. le maire Tremblay dit non, moi je n'y vais pas. Par contre, je vais vous envoyer ma directrice de campagne, qui elle n'est pas un employé municipal, et je vais vous envoyer en plus mon chef de cabinet, qui lui et directeur général en même temps de promotion Saguenay. Alors, on ressort dans le jugement qu'effectivement, l'intimé, donc M. Harvey, n'était pas invité comme M. promotion Saguenay, mais bien comme chef du cabinet du maire, puisqu'il occupe les deux fonctions. Le défendeur, donc M. Harvey, a pris une part active aux discussions dans le cadre de la rencontre. La rencontre a porté uniquement sur le contenant et non le contenu du débat, qui finalement n'a jamais eu lieu. Donc, c'était à savoir comment ça va se passer. Ça va-tu se passer effectivement en forme de débat ou ça va se passer vraiment ce que, dans le fond, le maire Tremblay proposait à l'époque, c'était tout simplement chacun des candidats allait faire une allocution, répondait aux questions et par la suite on sort, on a l'autre candidat qui arrive. Comme ça, on évitait le débat. Donc, toute la discussion porte sur le contenant et non le contenu. On ne s'en va pas dans les promesses électorales. Il a participé à une action ayant un caractère neutre. Le juge le reconnaît à un certain degré que c'est neutre, mais pas tant que ça. On va le voir un petit peu plus loin. À titre de directeur du cabinet du maire, l'intimé n'est pas assujetti à l'article 284 de la loi. Effectivement, il est un employé municipal du côté de promotion Saguenay. Par contre, à titre de directeur de cabinet du maire, une des municipalités de 100 000 habitants et plus, ce n'est pas un directeur de cabinet de maire, ce n'est pas un employé municipal au sens de la loi. C'est l'article 144.7 de la loi sur les cités et villes qui le prévoit. Ce qui fait qu'en sa qualité de directeur de cabinet, il n'est pas un employé municipal, il n'est pas visé par l'article 284 de la loi. Par contre, la fonction occupée par l'intimé comme employé de promotion Saguenay, elle, l'assujettit à l'article 284 de la loi, qui interdisait à l'époque toute activité de nature partisane, peu importe qu'elle ait une influence ou pas sur sa capacité à exercer sa fonction avec neutralité. Ici, on est en appel, parce qu'en première instance, M. Harvey avait été condamné. On avait dit, vous avez fait du travail partisan. On est en appel ici. On rappelle ici que l'absence d'interdiction de cumul de postes ne signifie pas que l'article 284 de la loi cesse de s'appliquer à une personne qui choisit d'occuper un poste qui est visé par l'article 284. Donc, on ne peut pas choisir quel chapeau on porte dans quelle rencontre. Si on est directeur de cabinet d'un maire, mais en même temps employé municipal, que ce soit directeur des communications ou à un autre poste, on ne peut pas dire, bien là, aujourd'hui, je suis uniquement le directeur du cabinet du maire, et à ce moment-là, je ne suis pas visé par l'interdiction. Non, ce qu'on nous dit ici dans le jugement de façon très claire, et c'est la Cour d'appel qui nous le rappelle, c'est que quand on est employé municipal, même si on occupe un autre poste qui, lui, est politique, on doit quand même respecter l'interdiction. Donc, lorsqu'il accepte le poste de vice-président et directeur général de l'organisme mandataire de la ville, Promotion Saguenay, l'intimé est devenu soumis à l'article 284 de la loi et l'objectif du législateur est toujours d'assurer la neutralité de la fonction publique municipale en période électorale. Lors de la rencontre, l'intimé prend des positions qui relèvent de ses fonctions de membre du personnel du cabinet du maire, mais il est quand même
assujettis à l'article 284. Le juge nous rappelle, et je pense que je n'ai pas besoin de le dire à qui que ce soit dans votre association, en tant que communicateurs municipaux, vous savez qu'on ne saurait sous-estimer le poids de la forme du message en regard des idées véhiculées. Le fait que les discussions tenues lors de la rencontre se soient limitées au format de l'Assemblée avec les membres du cercle ne permet pas de conclure qu'il s'agit d'un travail non partisan. Donc, même si on n'a pas discuté de fond, la forme va venir influencer le message et nécessairement, c'est un travail de nature partisane, au sens du juge. Par contre, et on rappelle aussi que l'intimé prend parti pour le maire parce qu'il représente la position du maire qui, lui, ne veut pas un débat à ce moment-là. Et ces gestes constituent un travail de nature partisane. Bien entendu, il serait possible d'épiloguer longuement sur l'intensité du caractère partisan des actions de l'intimé. Le travail est partisan ou il ne l'est pas. On n'est pas dans des zones grises. Hein? Soit vous en faites, soit vous n'en faites pas. On ne peut pas être à moitié enceinte. On le répète souvent, c'est la même chose avec le travail partisan. Donc, dès qu'il y a une petite couleur dans l'action, il est considéré comme un travail partisan. On est toujours ici à l'époque avec l'ancienne rédaction dans le texte. En somme, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu'en participant à la rencontre avec les représentants du cercle, l'intimé s'est livré à un travail de nature partisane au bénéfice du maire. Par contre, M. Harvey a une certaine chance. Parce qu'il y a eu une contestation en même temps de la validité constitutionnelle de l'article 284. Parce qu'on s'entend que ce n'est pas classique et normal dans la société libre et démocratique, protégée par une charte des droits et libertés qui protège la liberté d'expression, qu'on empêche à quelqu'un d'exprimer ses opinions ou de travailler dans le sens de ses opinions politiques. Alors, cet article-là était contesté constitutionnellement et effectivement, la Cour d'appel a jugé que oui, effectivement, cet article-là vient en contradiction avec la liberté d'expression dans la Charte. Par contre, ce n'est pas la seule disposition dans le monde et dans la société qui peut venir en conflit avec des droits fondamentaux à la Charte. C'est pour ça qu'il y a un article 1 aussi à la loi, dans la Constitution, qui prévoit en fait que peut être protégé un choc finalement face à une liberté fondamentale protégée par la Charte si c'est une limite juste et raisonnable dans une société libre et démocratique. Ici, on a jugé que ça ne l'était pas, une promotion, ça n'était pas assez limité. Donc, l'article 284 qui interdisait tout travail partisan était beaucoup trop large et venait interdire des choses qui, à la base, auraient dû être permis. L'atteinte à la liberté d'expression n'était pas minimale. Ce qui fait qu'à ce stade-là, malgré l'objectif légitime visé, c'est-à-dire protéger, dans le fond, la société libre et démocratique, s'assurer d'avoir une fonction publique qui est neutre, malgré cet objectif-là tout à fait légitime, l'atteinte n'était pas minimale et M. Harvey a été acquitté. En même temps, la Cour a dit, bien écoutez, l'article 284, je vous avertis tout de suite, il est inconstitutionnel, ce qui signifie que je vous laisse 1 an pour le changer. Sinon, après ça, il va devenir inapplicable. Ce qui emmène la modification dont on discute aujourd'hui, où on a changé. On ne parle plus de travail de nature partisane, on parle maintenant d'activité de nature partisane et on rajoute de nature à affecter la capacité du travailleur et donc de l'employé municipal ou du fonctionnaire à effectuer sa fonction avec impartialité et neutralité. Comme par le passé, la loi sur les élections et référendums ne définit pas directement ce que constitue une activité de nature partisane. Avant, on parlait de travail de nature partisane, mais on ne nous disait pas précisément c'est quoi. Par contre, elle nous dit très clairement qu'est-ce qui n'en est pas. Et ça, c'est l'article 285 de la loi, qui nous dit que n'est pas une activité de nature partisane au sens de l'article 284 le fait d'assister à une réunion politique. Juste y aller, écouter, ce n'est pas une activité de nature partisane.
verser une contribution à un parti politique ou un candidat, ce n'est pas une activité de nature partisane. Être membre d'un parti n'est pas non plus une activité de nature partisane. Ou apposer sa signature sur une déclaration de candidature ou une demande d'autorisation de se présenter comme candidat indépendant. Tout ça, ce ne sont pas des activités de nature partisane. Et en suivant les principes d'interprétation généraux des lois, à partir du moment où on nous dit « activité de nature partisane », ça, ce n'en est pas. A contrario, ça signifie que pas mal tout le reste que vous pouvez faire, qui serait de nature à aider un candidat à se faire élire, serait une activité de nature partisane. Soit dit en passant, les petites exceptions qu'on a vues ici, assister à une réunion politique, verser des contributions, c'est malgré tout considéré comme des activités de nature partisane pour le greffier ou le secrétaire trésorier, qui par définition est président d'élection. On s'entend que je serais très mal vu comme président d'élection si j'avais cotisé à la campagne du maire en place, alors que je suis censé assurer un processus électoral totalement transparent. Ça vise aussi les autres fonctionnaires ou employés de la municipalité pendant qu'ils sont membres du personnel électoral. On engage souvent, nous, en tant que président d'élection, des employés de la municipalité pour travailler aux élections. On leur fait tous porter un serment. À partir du moment où ils ont prêté serment, comme quoi ils vont agir avec neutralité, etc., ils n'ont plus le droit de faire ça. Ils peuvent l'avoir fait avant. Là, on ne voit plus les gestes, mais c'est correct. Donc, on n'a pu verser une contribution avant d'être membre du personnel électoral. À partir du moment où on devient membre du personnel électoral, on ne pourra pas cotiser à nouveau, on ne pourra pas assister à une réunion politique à partir de ce moment-là. Et c'est la même chose pour le trésorier, pour toutes les municipalités soumises au chapitre 13 de la loi, c'est-à-dire aux dispositions sur le financement des partis politiques. Forcément, le trésorier, lui, va gérer l'ensemble, il va vérifier l'ensemble des dépenses politiques, les demandes de remboursement de dépenses électorales. Forcément, il doit être d'une neutralité totale. Comme je vous ai mentionné, donc, serait une activité de nature partisane, toute autre activité qui ferait en sorte de favoriser l'élection d'un candidat dans le cadre de l'élection, qu'elle soit faite pendant ou à l'extérieur du temps de travail. Parce que ça a déjà été essayé dans des causes, de dire, non, mais ça, je fais ça sur mon temps personnel, là. Je n'étais pas sur mes heures de travail. Je peux m'exprimer et faire ce que je veux à l'extérieur. Ça a déjà été essayé, que l'action soit faite pendant ou à l'extérieur du temps de travail, c'est malgré tout, ça peut constituer des activités de nature partisane. La nature du travail partisan et son importance objective sur le contenu du message n'importe pas. On vous en a parlé un peu. Le simple fait de corriger des fautes d'orthographe, exemple, dans un texte promotionnel d'une équipe, est un travail partisan. Ça n'a aucune influence à un certain degré sur le fond du message, mais ça a définitivement une importance sur sa forme. On peut imaginer tout le débat que ça pourrait entraîner si on se retrouvait avec un beau programme électoral, bien plein de fautes d'orthographe, avec un français absolument pas correct. Forcément, ça aurait un impact sur le message. Donc, même corriger des fautes d'orthographe, c'est un travail de nature partisane. Ça, c'était bien couvert d'ailleurs dans le cas de M. Daniel Fournier, qui avait été poursuivi, lui, effectivement. Il était à Montréal-Est. Il travaillait avec le maire Labrosse à l'époque, M. Fournier. Il avait été accusé pendant les élections de 2009. Lui était directeur des communications, c'est ça. Il était adjoint au bureau du maire et responsable des communications à la ville de Montréal-Est. Lui, à la base, il y a eu 5 témoins qui ont été entendus contre M. Fournier. Tout d'abord, il y avait un conseiller municipal de la ville de Montréal-Est qui avait été réélu justement dans le cadre de l'élection 2009 pour le parti pour lequel on prétendait que M. Fournier avait fait du travail partisan. Alors, à la base, lui, il nous dit qu'il décrit le défendeur comme l'organisateur politique de l'équipe Renaissance, ajoutant qu'il avait fait cette campagne électorale ensemble avec lui.
Le défendeur s'occupe alors de la publicité, des pancartes, des listes d'électeurs et des réunions des candidats d'équipe. Toutes les réunions de l'équipe sont tenues au domicile du défendeur et de son épouse, Mme Sylvie Dauphinet, qui est également candidate pour le parti Renaissance, l'équipe Renaissance. Il est alors le boss du show, le chef de la patente. Hein? C'est rapporté directement comme ça. Le témoin ajoute avoir demandé à quelques reprises au défendeur si son statut d'employé de la Ville de Montréal-Est lui permet d'agir comme organisateur politique, ce à quoi le défendeur répond affirmativement car il est en vacances. Et effectivement, ce qu'il avait fait, lui, il a dit « Écoute, la période électorale commence, je me prends 6 semaines de vacances. Techniquement, je ne serai pas au bureau, je vais être correct, je suis en vacances. » Deuxième témoin, une Madame Major, également conseillère municipale, qui a été élue aussi sous la bannière de l'équipe Renaissance, qui confirme que les réunions se tenaient au domicile du défendeur. Il est présent, assiste aux rencontres, donne son opinion sur divers sujets touchant la campagne. Et le défendeur l'encourage lors de ces réunions à faire plus de porte-à-porte, hein, parce que c'est important. Mme McKenna, par la suite, est appelée à la barre et elle est chef de division des communications et des services à la communauté pour la Ville de Montréal-Est. Donc, clairement, une fonctionnaire municipale. Le défendeur est son patron. Et le défendeur lui montre des pancartes qu'il prépare pour certains candidats. Alors qu'elle lui notait des fautes de français sur les pancartes, bien, le défendeur lui demande de procéder aux corrections, fautes d'orthographe. Donc, à la demande du défendeur, Mme McKenna corrige de nombreux textes que celui-ci lui achemine. Il s'agit principalement de programmes des candidats, biographies, encore publicitaires. Elle corrige les fautes d'orthographe et de ponctuation, de même que certaines structures de phrases. Bref, elle convertit le texte en français compréhensible. Madame nous dit que, oui, j'ai bien vu l'avis écrit du greffier qui me dit que je n'ai pas le droit de faire du travail partisan, mais quelque part, je fais juste de la correction d'orthographe. Je ne suis pas dans le message humain, là. Je ne suis pas dans le fond. Par contre, elle en discute avec son président d'élection, puis son président d'élection lui dit « Tu es dans une zone glissante, tu ne devrais pas faire ça. » Alors, elle informe le défendeur qu'elle ne peut faire le travail de correction qu'il exige d'elle relativement aux documents d'équipe Reconnaissance. Il insiste. Monsieur est très insistant, ça ressort beaucoup des témoignages. Monsieur est très, très insistant, il insiste, puis finalement, elle se sent très mal, à peur de perdre sa job. Elle fait, malgré tout, le travail. Ce scénario se répète de maintes fois et toujours elle manifeste son désaccord, mais elle finit par le faire, vu l'insistance très grande du défendeur. Le témoin explique d'abord que le travail de correction effectué ne favorisait aucune équipe et qu'il ne s'agissait donc pas, selon elle, d'un travail partisan. Mais on a vu un peu ce que la Cour en pensait tantôt. Ça va se confirmer ici aussi. Là, l'autre témoin est le conjoint de Mme McKenna, qui corrigeait justement les épreuves, et il observe son épouse le soir à la maison effectuer du travail de correction pour équipe Reconnaissance à la demande du défendeur. M. Gay rencontre le défendeur à 4 reprises pour lui demander de la laisser tranquille. Le défendeur rétorque alors que les demandes proviennent du maire Labrosse. Mais on fait la correction, et le 5e témoin continue ici, pardonnez-moi, on aurait dû le mettre sur silence. Dernier témoin de la poursuite, Marie-Claude Bonacere, qui est secrétaire de direction à la division des communications et services à la communauté pour la Ville de Montréal-Est, également employée du défendeur. Elle a fait, elle aussi, des corrections de pages, de textes et corrections effectivement de mise en page relativement aux documents d'équipe Reconnaissance. Les documents lui sont envoyés par le défendeur par courrier électronique et elle effectue la correction, la mise en page principalement à son travail et un peu à la maison. On comprend que monsieur dit qu'il est en vacances pendant ce temps-là, mais on comprend aussi de l'ensemble des témoignages qu'il a beau être en vacances, il est au téléphone souvent, il envoie du stock par courrier électronique. Bon.
Comment la Cour a vu ça? Il y a eu divers d'ailleurs, témoignages en défense relativement à ça. Ils ont analysé le témoignage du défendeur qui disait « Non, non, moi je suis en vacances, c'est juste des corrections d'orthographe, ça n'a rien à voir, j'ai pas vraiment fait ça, je n'étais pas insistant comme ça, puis non, non. » Le défendeur n'a pas été cru du tout par la Cour. Les témoignages étaient assez pesants de l'autre côté. Il y avait des preuves objectives de l'autre côté. Ce qui fait qu'il n'a pas été cru. La Cour nous dit, en effet, comment ignorer le péril de faire effectuer ce type de tâche par une employée de la ville de Montréal-Est pendant une campagne électorale dans la même ville, alors que cette personne est également subalterne de son époux, également employé de la ville, et que l'on accuse déjà même avant la campagne, parce que ça, c'est un petit détail qui est sorti. Le candidat à la mairie de l'autre côté disait, écoutez, moi, la première chose que je vais faire en rentrant là, c'est mettre monsieur, si vous m'élisez comme maire, c'est mettre monsieur Fournier dehors. Hein? Fait que, bon, ça colore un petit peu le débat. Mais donc, on l'accuse déjà avant même la campagne d'effectuer du travail partisan pour l'équipe Renaissance. On trouvait que son travail était fortement orienté, teinté, n'était pas neutre et impartial, à un certain degré, à l'avance. Il y a des fois, et ça on en a vu, il y a des fois où ces accusations-là sont un peu spécieuses, fausses. Il y a des cas où, honnêtement, quand on regarde ce que M. Fournier faisait pendant ce temps-là, où on est obligé de croire un peu qu'il y avait un petit fond de vérité, là. De plus, il ne fait aucun doute que la correction du matériel publicitaire, comme le programme du parti et la présentation des accomplissements et des objectifs de ses candidats, rend le message beaucoup plus efficace. Encore une fois, le juge nous dit que ce n'est pas parce qu'on travaille juste sur la forme que ce n'est pas une activité de nature partisane. Affirmer que le travail de Mme McKenna n'est pas du travail de nature partisane ne tient tout simplement pas la route. Soit dit en passant, Mme McKenna n'a pas été accusée, puisqu'elle a participé à l'enquête. Elle a eu par contre un avertissement fort du DGE de ne pas recommencer. Donc, une tape sur les doigts, mais elle a participé, dans le fond, à la preuve contre M. Fournier. Le tribunal considère que chacun des gestes suivants reprochés aux défendeurs durant la période électorale 2009 tombe clairement dans la catégorie du travail de nature partisane, soit la préparation de pancartes électorales pour l'équipe Renaissance, les nombreuses demandes à Mme McKenna et à Mme Bonacere pour corriger les textes publicitaires d'équipe Renaissance, participation active aux réunions des candidats de l'équipe Renaissance. Je dis souvent Reconnaissance. Les conseils et encouragements prodigués à ces mêmes candidats, on est au niveau même encouragement, là. Organisation de la campagne et réception et compilation de résultats de porte à porte. Alors, M. Fournier a été condamné, effectivement, à une amende, à l'époque, qui était de 1 000 $. Par contre, ça entraînait, et c'était là un peu plus grave, c'était considéré comme une manœuvre électorale frauduleuse à l'époque, ce qui signifie que M. Fournier a perdu son droit de participer à toute élection ou même de voter pour les 5 prochaines années. Donc, on parle d'activité de nature partisane. Maintenant, on a changé. Hein? On n'est plus juste dans l'interdiction de travail partisan. On dit qu'il faut que le geste soit de nature à porter atteinte à la capacité du fonctionnaire ou employé de la municipalité à exercer sa fonction avec loyauté et impartialité. À l'époque, c'était relativement simple. Hein? Le travail était partisan ou pas. On ne peut pas être à moitié enceinte. On en a parlé tantôt. Donc, à partir du moment où on en faisait, automatiquement, on était nécessairement en infraction. Maintenant, on s'en va dans un critère, dans une norme subjective, parce qu'on rajoute l'étape supplémentaire de dire qu'il faut que ça soit de nature à porter atteinte à notre capacité à exercer notre fonction avec loyauté et impartialité. Forcément, quand on a une norme subjective comme ça va être du cas par cas, poste par poste, activité par activité, il va falloir analyser. Je pense qu'en 2013, vous aviez parlé un peu du travail de nature partisane dans un cadre comme ça ici, et on vous posait une question, entre autres, est-ce que le fait de faire des muffins pour
une assemblée électorale à laquelle vous n'assistez pas par ailleurs? Est-ce que c'est une activité partisane? À l'époque, ça aurait plus facilement été considéré comme une activité partisane. Maintenant, jusqu'à quel point le fait de faire des muffins affecte votre impartialité ou votre loyauté relativement à l'organisation? Et là, vous pouvez avoir une mer de réponses. Vous pouvez avoir une mer de perceptions. Et quand je parle de mer, je parle de l'océan ici. Vous pouvez avoir un ensemble de perceptions tout à fait différents, tout dépendant l'angle ou la position de quelqu'un d'autre qui va regarder cette chose-là. À un certain degré, le terrain est plus miné qu'il ne l'était auparavant. Parce qu'ici, on n'est plus dans une norme objective. Par contre, plus le poste et les responsabilités seront élevés, plus les activités de nature partisane seront susceptibles de porter atteinte à la capacité du fonctionnaire d'exercer ses activités avec loyauté. Dans la cause d'Harvey, la cause justement qui a rendu inconstitutionnelle l'interdiction de tout travail partisan, point, on citait d'ailleurs l'auteur Siegel, qui nous mentionnait que « One way to deal with the balance between political rights and political neutrality is the tiered approach. This allows employees at different levels of the hierarchy different amounts of freedom of participation. » Donc, forcément, on y va. On nous mentionne ici que les gens qui travaillent de façon très proche avec les administrateurs très élevés et qui ont des responsabilités plus sensitives, donc plus importantes, vont avoir plus de limites. Des gens, par contre, qui ne sont que des clerks ou laborers, donc des travailleurs manuels, qui ont moins de responsabilités et moins de responsabilités, tout à fait, forcément, eux, c'est moins normal qu'ils aient des limitations dans ce qu'ils sont capables de faire dans le cadre du processus électoral. Les tribunaux devront se prononcer éventuellement sur les divers cas particuliers susceptibles de se présenter, mais sous toute réserve. Un col bleu qui, avant, hors de son temps de travail, installe des affiches électorales pour un candidat, sans se servir des équipements municipaux, doit-on le préciser, à la base, il serait probablement plus coupable d'une infraction prévue à l'article 284. Dans le degré de responsabilité, comment vous situeriez les communicateurs municipaux? Entre un col bleu et un greffier? On va y arriver justement. Okay, lui, le greffier, ça, on l'a gardé clair dans la loi. Le greffier a toujours une interdiction totale. Que l'activité soit susceptible de porter atteinte ou pas à son intégrité dans son travail, il y a une interdiction totale pour le greffier. Le col bleu, où on va avoir un beau petit cas tantôt, un surveillant de piscine estival n'aura pas le même degré. Il ne sera pas visé. Et par contre, on le voit un petit peu plus loin, on va y arriver, je pense, en 2 pages. Je reviens donc sur cette question. Le test du tribunal risque d'être le suivant, parce que lorsqu'on voit une approche subjective, une norme subjective, c'est pas mal toujours la même approche qui est adoptée par les tribunaux. C'est-à-dire qu'on va regarder l'acte posé par le fonctionnaire ou l'employé. Serait-il perçu par une personne prudente et raisonnable, placée à l'extérieur de ça, comme étant de nature à porter atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions avec loyauté et impartialité? Grosso modo, c'est le test de la personne raisonnable. Quelqu'un d'autre qui n'a aucun rapport à cette histoire-là, qui regarde ça de l'extérieur, on ne parle pas de quelqu'un qui est dans un parti politique opposé, là. On parle d'une personne neutre à côté. Qu'est-ce qu'elle penserait de voir ça se passer? Généralement, soit dit en passant, petit conseil rapide, si vous vous posez la question à savoir « je suis à l'aise de faire ça », généralement, c'est déjà un bon indice que probablement que vous ne devriez pas le faire. Ça aide souvent à évaluer le test de la personne raisonnable. On est ici dans l'image, dans l'apparence. Forcément, c'est l'apparence par rapport à l'externe. Puis, je n'ai pas besoin de parler des communicateurs municipaux, à quel point l'apparence peut être importante aussi dans ces questions-là. Qu'en est-il des communicateurs municipaux? À tenir en compte, on a vu tantôt,
vous avez souvent, en fait, généralement un statut de cadre, souvent de cadre supérieur. Vous êtes placé assez haut dans l'organisation. Vous avez une proximité avec les élus municipaux. Vous les côtoyez assez souvent, minimalement le maire. Degré de latitude administrative relativement grand sur le choix de vos moyens. Vous avez aussi une personnalité associée aux communications de la ville. Souvent, lorsqu'on vous voit, on sait que vous êtes le directeur des communications. C'est vous qui avez présenté certains projets ou quoi que ce soit. Donc, à un certain degré, vous êtes la voix de la ville. Je vous invite donc à une prudence extrême face à toute apparence d'activité partisane. Parce que les conséquences de l'infraction, on a vu qu'on a modifié la loi, on a peu modifié les infractions. Par contre, bon, il y a une amende de 1 000 $ à 10 000 $ du côté pénal. On a vu M. Fournier, l'autre fois, a été condamné à 1 000 $ d'amende. Mais il a perdu son droit de vote pour 5 ans. Ça ne se passe plus maintenant. Parce qu'effectivement, ça ne constitue plus une manœuvre électorale frauduleuse. Pourquoi? Pour essayer de maintenir la légalité de cet article-là. On l'a vu avant, on a déclaré inconstitutionnel l'ancien article qui avait une interdiction de mur à mur. Puis, un des critères là-dessus, pour aider à préserver une infraction, sur le plan constitutionnel, ça va être aussi la gravité objective du geste et les conséquences qu'il entraîne. Forcément, s'il y a une interdiction mur à mur, donc grande limite à la liberté d'expression, puis que la conséquence, quand tu le fais, c'est que tu perds tes droits démocratiques pendant 5 ans, c'est une sanction très grave. Forcément, ça va être plus difficile à maintenir. Maintenant, on nous a mis une norme subjective, donc possibilité d'en faire, qui est plus ou moins grande, et la peine n'est que monétaire. On n'enlève plus le droit de voter et les droits démocratiques pendant les 5 années qui suivent. Donc, ça aide à maintenir cette infraction-là, telle que rédigée maintenant, dans le niveau légal, au plan constitutionnel. Les poursuites, pour ce qui est des conséquences pénales, c'est intenté par le directeur général des élections du Québec, comme on l'a vu. Ils ont des enquêteurs qui font effectivement ce travail-là et qui vont répondre généralement à des plaintes. Et laissez-moi vous dire, si vous faites des activités de nature partisane pour un candidat, généralement, il y a quelqu'un de l'autre côté qui va s'en plaindre. Ça finit par se rendre aux oreilles du DGE et il y aura enquête. Des fois, c'est juste un peu plus long parce qu'ils n'ont pas énormément de personnel sur les enquêtes. Il y a des conséquences disciplinaires aussi potentielles. Chaque municipalité est maintenant dotée d'un code d'éthique et de déontologie. Belle obligation qui est entrée en vigueur en 2012 et qui nous obligeait à adopter pour 2014 un code d'éthique et de déontologie. Le contenu de ces codes-là est encadré par la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Et on retrouve généralement certaines règles applicables aux employés visant à interdire de se prévaloir de sa fonction pour tenter d'influencer ou pour tenter d'influencer en fait la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou de façon abusive ceux de toute autre personne. On a aussi généralement une interdiction d'utiliser les ressources de la municipalité à des fins personnelles ou à des fins autres que celles liées à l'exercice de sa fonction. Petite anecdote, M. Fournier, dans l'autre cause dont on a discuté, lui s'était servi d'ailleurs d'un ordinateur portable fourni par la Ville pour envoyer des pointages, ramasser tout ça. Le téléphone cellulaire de la Ville l'avait servi aussi énormément. On a aussi des règles visant à interdire de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention, a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Il est à noter naturellement que cette dernière interdiction-là ne s'applique pas aux membres du cabinet du Conseil des municipalités de 100 000 habitants et plus qui ne sont pas des employés municipaux au sens de la loi. L'administration est au service de la municipalité, dont l'organe de décision suprême est représenté par le conseil municipal siégeant en séance ordinaire ou extraordinaire. Une
municipalité, ça prend toujours des décisions par résolution ou par règlement. C'est la façon dont elle parle. En dehors des séances du conseil, le conseiller municipal n'a pas plus de poids que n'importe quel citoyen. Il n'acquiert son pouvoir que lorsqu'il siège avec ses pairs en séance de conseil. Il y a le cas particulier, naturellement, du pouvoir de surveillance et contrôle du maire, qui, lui, garde un pouvoir beaucoup plus étendu, même à l'extérieur des séances du conseil. Donc, toute activité privée à des fins autres que l'exercice de la fonction visant à favoriser les intérêts d'un tiers, exemple, un candidat aux élections municipales, fût-il conseiller, maire ou pas, est une activité de nature partisane. Et dans ce contexte, l'employé se livrant à une activité de nature partisane pourra se voir sanctionné pour s'être prévalu de sa fonction pour favoriser les intérêts d'un tiers, le candidat, ou avoir utilisé des ressources municipales à des fins autres que des activités liées à l'exercice de ses fonctions, si vous utilisez le matériel de la municipalité en plus. Les sanctions administratives peuvent aller de l'avertissement ou jusqu'au congédiement, tout dépendant de la gravité. On s'entend que, forcément, si vous faites des activités de nature partisane assez intenses, pour une équipe électorale ou un parti politique, et que ce parti-là entre au pouvoir, probablement que vous aurez moins de problèmes. Par contre, si vous avez l'autre parti qui rentre, clairement, comme M. Fournier, il y a eu un problème. Il a perdu sa job, d'ailleurs, 3 mois après l'élection. L'équipe Labrosse Renaissance n'était pas entrée en poste. On met en place diverses mesures de prévention pour éviter de se mettre les pieds dans les plats. Tout d'abord, il y a toujours un avis aux employés leur rappelant les prescriptions de l'article 284 de la loi sur les élections et référendums qui est fait par votre président d'élection. Techniquement, il est déjà écrit, il est prêt à partir chez nous. Je suis convaincu que si vous parlez ici à M. René Chevalier, qui est le greffier ici à Sorel-Tracy, son avis y est prêt aussi. On envoie cet avis-là à tout le monde. Par contre, la façon que c'est distribué d'habitude, c'est généralement avec la paye, ça se rend rapidement. Combien de personnes en prennent vraiment connaissance? Honnêtement, ça vaut la peine de faire un petit pas de plus, peut-être un courriel général. D'autres interventions peuvent être effectuées de façon à conscientiser les employés municipaux relativement à ça. Il serait intéressant de leur rappeler aussi les règles du Code d'éthique et déontologie qu'on vient de discuter. Il y a aussi de l'information qui est transmise par votre directeur des services juridiques, votre greffier, qui est le président d'élection, à l'ensemble des élus et candidats, pour les informer qu'effectivement, les employés municipaux ne peuvent faire des activités de nature partisane, de nature à affecter. Bon, là, c'est moins clair que ça l'était avant. Avant, c'était une interdiction mur à mur. C'était facile de dire ça aux élus. Écoutez, pas compliqué. Employé municipal, pas d'activité partisane, pas de travail de nature partisane. Vous avez juste à dire ça. Maintenant, la loi, elle ne dit pas ça. La loi a dit qu'il faut que ça soit une activité de nature partisane, de nature à affecter votre impartialité, votre neutralité, votre capacité à effectuer votre travail avec neutralité et impartialité. Ce qui fait que là, on est en train de le travailler. On va voir précisément comment on va le présenter aux élus, mais définitivement, votre président d'élection va conscientiser vos élus municipaux relativement à ces questions-là. Rappelle aussi aux élus que leur propre code d'éthique et de déontologie s'applique toujours, nonobstant le début de la période électorale. On l'a vu, ce n'est pas parce qu'on commence la période électorale que les candidatures sont là, qu'il y a une interdiction de siéger du conseil municipal, que nécessairement, ils ne sont plus élus. On l'a vu, ils sont élus et toujours élus municipaux tant qu'ils ne sont pas remplacés et tant que leur remplaçant ne prête pas serment. Ça arrive 10 jours après l'élection. 10 jours, 4 jours après l'élection, normalement, à moins de contestation. Les règles mentionnées si haut, on a noté des règles en éthique et déontologie qui sont inscrites généralement pour les employés municipaux. Dans la loi, on dit qu'elles doivent obligatoirement être inscrites au Code d'éthique des élus municipaux, ce qui signifie qu'ils ont les mêmes interdictions.
Soit dit en passant, comment ça fonctionne, une plainte relativement à l'éthique et la déontologie pour les élus municipaux? C'est une plainte à la commission municipale qui, elle, enquête, peut rejeter la plainte ou continue à faire son processus et peut imposer une sanction par la suite à l'élu municipal. La sanction possible pour l'élu municipal, ça peut aller de la réprimande à une suspension de 90 jours. Ça n'a pas l'air beaucoup quand on pense à ça. Par contre, supposons qu'il y a effectivement eu pression d'un élu municipal sur des employés municipaux pour faire effectivement des activités de nature partisane, de nature à favoriser leur réélection. Vous pouvez être à peu près certain que l'opposant politique, s'il porte plainte à la commission municipale, il ne gardera pas ça dans sa petite poche en arrière. Il va sûrement en parler, il va publiciser le fait. Ça va devenir un débat politique. Les conséquences pendant une campagne électorale et pendant une élection peuvent être extrêmement graves pour un élu municipal ou un candidat qui pourrait être vu et perçu effectivement des électeurs comme étant un peu à côté de la traque, pour utiliser l'expression reconnue. Alors, on va y aller avec certaines recommandations. On vous recommande d'éviter toute activité municipale impliquant les élus municipaux entre la date prévue pour la publication de l'avis d'élection et l'assermentation des candidats élus. Autant que faire se peut, ce n'est pas le moment de faire les grandes annonces de beaux grands projets organisés par le service des communications de la Ville à partir de l'avis d'élection. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée. On réalise que dans certaines municipalités de taille plus importante, il peut être plus difficile de stopper absolument toute opération de communication municipale qui pourrait avoir un impact un petit peu partisan ou être perçu comme une activité de nature partisane. On peut penser à la Ville de Montréal, qui a même un département du protocole qui reçoit des dignitaires à tout bout de champ qui vont arriver nécessairement, même en période électorale, ça n'arrête pas. Okay? Il faut juste porter une attention particulière, par contre, dans ces cas-là, de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas une teneur trop politique au message. À défaut, donc, comme je disais, porter une attention particulière à l'aspect possiblement partisan des activités normales. Si un employé choisit d'effectuer une activité de nature partisane, il doit le faire naturellement sur son propre temps, sans utiliser les ressources municipales, que ce soit cellulaire, ordinateur, etc. En cas de doute, on vous invite toujours à consulter votre président d'élection pour être de fort bons conseils là-dessus. Et soit dit en passant, si vous avez un doute et que vous vous posez la question, on a parlé du test de la personne raisonnable tantôt, c'est probablement que vous ne devriez pas le faire si vous vous posez la question. Et en raison des motifs explicités plus tôt, le directeur des communications d'une municipalité devrait, à notre avis, éviter à peu près totalement toute activité de nature partisane, celle-ci étant fortement susceptible de porter atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions avec loyauté et impartialité. Cadre supérieur, souvent, proximité avec les élus, vous êtes la voix de la ville, vous êtes l'image de la ville à un certain degré, on vous invite à énormément de retenue. Peut-être que faire les muffins, c'est pas si pire, si vous vous tenez pas trop proche non plus du candidat par la suite. Par contre, j'hésiterais à aller bien plus loin. Alors, je vous remercie pour votre attention, disponible pour toute question ou intervention. Oui, bravo. On prend l'exemple, je vais prendre deux exemples assez simples là, qui peuvent arriver dans des municipalités, peut-être appelons ça de taille moyenne ou même de petites municipalités. Un candidat ou le maire ou un conseiller qui vient signer son bulletin de candidature au bureau du greffier et qui nous demande, vu qu'on est là, de prendre la photo avec son équipe et le greffier. On dit oui, on dit non. En partant, le greffier risque de dire « Oubliez ça, moi je n'embarque pas dans cette photo-là », dans un premier temps. Okay. Dans un deuxième temps, à la base, le fait de prendre cette photo-là
pourrait être considéré comme une activité de nature partisane. On a parlé de la forme tantôt, du contenu, du contenant. Forcément, si vous prenez une très belle photo, on s'entend qu'on est quand même loin. Vous n'êtes pas dans un geste qui est public, qui est devant l'œil du public. Tout ce que vous faites, vous agissez à un certain degré uniquement comme le truchement pour la prise de photo, comme le touriste. Hein, quand on est touriste quelque part, l'habitant du lieu qui vous propose « Ah, je vais prendre une photo de vous puis votre famille », c'est gentil. À un certain degré, là, on est loin. Je ne pense pas qu'on atteint le critère, effectivement, de la chose qui risquerait d'affecter votre capacité à exercer votre travail avec loyauté et impartialité. Juste pour une prise de photo comme ça, si ça ne demande pas un grand setup officiel, il vous passe son téléphone, vous prenez la photo, c'est tout. Je pense qu'on a une question. Oui, le petit bouton en arrière. Oui, un petit peu. Voilà. J'aimerais faire du pouce sur ce que Louis a dit. Par contre, une fois que la photo est prise, comme communicateur, on ne sait pas comment elle va être utilisée. C'est clair. Qu'est-ce qui va être dit? Qu'est-ce qui va être dit sur les médias sociaux? Donc, je pense que déjà, à partir du moment où on se fait poser la question pour prendre la photo, il devrait avoir un petit signal rouge qui allume dans notre tête puis qui nous fait dire qu'on va laisser faire. C'est un conseil de prudence qui est loin d'être mauvais. C'est aussi si on n'est pas là quand le candidat adverse vient. Alors, si on le fait pour un, on devrait le faire pour tous. Normalement, on essaye toujours d'assurer un... comment on dit? On parle en anglais du fair play, un even playing field. Donc, on parle effectivement d'avoir un terrain égal pour tout le monde, les mêmes avantages, les mêmes désavantages pour tout le monde. Alors, effectivement, votre réflexe n'est pas mauvais du tout. Et au niveau des annonces de projets qui sont déjà en marge depuis longtemps, qui ont peut-être même commencé avec les administrations précédentes et que, comme par hasard, l'inauguration va se faire en pleine campagne électorale pour des délais de livraison, pour toutes sortes de raisons. Alors, si j'ai bien compris, on devrait prendre ça avec des pincettes. Là, idéalement, vous devriez le prendre avec des pincettes en période électorale, particulièrement. Effectivement, soit vous arrangez pour que l'inauguration arrive avant. Si vous n'êtes pas capable d'empêcher, et forcément, c'est les élus, à un certain degré, ils peuvent tout à fait décider d'exiger de le faire. Demandez à ce moment-là qu'ils le fassent par résolution, qu'ils demandent que ça soit effectué, que cette demande-là soit effectuée par écrit, par résolution. Là, c'est une fois que vous avez une résolution du conseil municipal qui vous force à faire quelque chose pendant la campagne électorale. Ce n'est plus un geste de nature partisane pour vous. Vous avez une obligation de le faire. C'est votre employeur, c'est l'autorité suprême de la ville qui vous force à le faire. C'est très différent. Par contre, jusqu'à quel point un conseil municipal va choisir d'adopter une résolution pour forcer la présentation d'un projet en pleine période électorale? C'est fort peu probable. Fort peu probable. Généralement, en discutant de ces choses-là rapidement avec les élus, on les conscientise du fait qu'il y a effectivement des restrictions sur les activités de nature partisane du côté des fonctionnaires et employés municipaux. Donc, ce qu'on exige à la base, c'est d'avoir la neutralité et la possibilité de travailler à l'extérieur de ça. Forcément, plus on approche de la période électorale, plus le débat va démarrer dans la municipalité, plus chaque geste peut être perçu comme une activité de nature partisane. On en a parlé tantôt, on est rendu dans une norme subjective maintenant. Alors, forcément, on va se tenir loin de ça et on va faire comprendre aux élus à l'avance qu'on va se tenir loin de ça. Entre autres, à Varennes, c'est déjà prévu des activités qui se tiennent avec les citoyens pour présentation de projets, ces choses-là, fête des bénévoles, on les cédule toutes avant la période électorale. Et une dernière question. Dans le cas, vous avez parlé tantôt soit de pression de conseillers ou peu importe de gens élus, est-ce que c'est les communicateurs municipaux ils s'adressent à leur supérieur immédiat qui est le directeur général ou au président d'élection? Moi, je pense que vous devriez, dans un premier temps, parler au président d'élection. Le président d'élection, forcément, est en mesure aussi de parler un peu aussi aux candidats, forcément, à partir du moment où ils sont là. De l'autre côté, adressez-vous aussi à votre directeur général. Il peut être de fort bons supports là-dessus.
Et en partant, lui, il y a une interdiction totale. Hein? Contrairement à vous, là, le directeur général, tout comme votre président d'élection, qui est votre greffier, ont des interdictions totales d'activités de nature partisane. Alors, en partant, c'est des gens très bien placés, qui ont généralement aussi une relation établie avec les conseillers municipaux, les élus municipaux. Forcément, ils les voient minimalement une fois par mois. Hein? Puis on s'entend que s'ils les voient juste comme ça, vous avez probablement une très petite municipalité. Oui. Ils se voient beaucoup plus souvent, ils sont capables de se parler et ils sont capables de conscientiser aussi les élus là-dessus. Est-ce qu'on a une question ici de la salle? Oui. Oui, bonjour. Ma question, on vient de parler d'inauguration, mais quand on parle de subventions gouvernementales, puis que c'est les ministères qui essaient de retarder les annonces. Pour l'approche de leur propre campagne électorale? Nous, on essaie de les faire devancer, mais on se bat un petit peu là, pour les délais. À ce moment-là, on ne peut pas être tenu responsable. Peut difficilement être tenu responsable. Par contre, il faut faire attention. Il faut toujours voir comment ça va être perçu de l'externe. Jusqu'à quel point l'élu s'aide quand c'est annoncé en pleine campagne électorale. Je ne suis pas sûr qu'il s'aide tant que ça. Mais on fait des grosses pressions pour que ça se fasse plus tôt, mais c'est quand même pas nous qui décident de cette fameuse... Effectivement. Et soit dit en passant, du côté code d'éthique, on en a discuté tantôt. Hein? L'interdiction vous parle tant que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée là-dessus, interdiction d'en parler pendant une activité politique de financement ou quoi que ce soit. En fait, on parle même que sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente. Forcément, ils décident de vous la donner là. On ne décidera pas. Et on connaît assez quand même... Et vu que ça sort neutre, vous n'avez pas un enjeu ou une problématique là, à émettre ces communications-là. C'est plus un choix budgétaire, honnêtement. Petite anecdote d'ailleurs, oui, à un moment donné, un président d'élection, une présidente d'élection, en fait, qui n'a pas dû garder son travail très longtemps en période électorale, alors qu'un candidat à la mairie qui pose des questions au conseil, juste avant la limite de période d'interdiction de siéger, juste avant que ça commence. Et le candidat à la mairie pose des questions au maire en fonction, et tout de suite à la fin de la question, la greffière se lève et se met à applaudir. On s'entend que de toute façon, peu importe ce qui arrive, elle a un problème. Oui. Bon, fait que on vous dit, bon, on prend des grosses images, et ça c'est arrivé pour vrai, là. On prend des grosses images pour illustrer, mais la question, c'est la neutralité. C'est beaucoup ça. Je ne sais pas si on a des questions des gens qui sont en web diffusion. Bon, alors, écoutez, moi, au nom de l'Association des communicateurs municipaux, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Girard. Merci aux gens du DGEQ d'avoir fait le voyage de Québec. Oui, de Québec. Alors, je pense que les gens, vous avez une formation qui couvrait tous les aspects du financement aux communications. Vous êtes maintenant mieux outillés, je pense, pour faire face à cette période électorale qui s'en vient. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous, à communiquer avec les gens du DGE et parler avec votre greffier, votre président d'élection. Puis je pense que le message, c'est de commencer tout de suite à en discuter. Alors, merci à tous ceux qui se sont déplacés. Merci aux gens en web diffusion. Et on vous donne rendez-vous au colloque à Montréal au mois de mai. Merci à tous. Merci.